Diffusés tous les jours, de 10h à 11h, les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Midia Portis-Guérin, avec Claire Levasseur à la technique, et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, François Salmeron et Adèle Van Rett. Adèle qui tout à l'heure à 10h50 parlera d'art contemporain avec Samuel Zarka dans le journal des Nouveaux Chemins. Suite ce mardi pour nous d'une semaine sur Spinoza dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Une semaine où nous vous proposons de découvrir ou de reparcourir les autres livres de Spinoza, c'est-à-dire tout sauf l'éthique. Ce qui en fait est deux fois contradictoire. D'abord parce qu'en un sens, nul n'échappe à l'éthique, dont le propos est précisément de tout dire. Ensuite parce qu'il est amusant et stimulant quand on connaît un peu ce texte de l'éthique, de retrouver les phrases de l'éthique dans les autres livres de Spinoza, qu'ils aient été écrits avant ou après. Après le traité théologico-politique dont on parlait hier avec Ariel Suami. Avant d'évoquer demain la correspondance de Spinoza avec Maxime Rover, c'est l'heure aujourd'hui de revenir sur le plus beau et peut-être aussi le plus difficile des textes inachevés de Spinoza, le traité de la réforme de l'entendement, qu'on appelle aussi depuis Bernard Potra, traité de l'amendement de l'intellect, et dont Pascal Sévrac vient ici nous parler. L'expérience m'ayant appris à reconnaître que tous les événements ordinaires de la vie commune sont choses vaines et futiles, et que tous les objets de nos craintes n'ont rien en soi de bon ni de mauvais, et ne prennent ce caractère qu'autant que l'âme en est touchée, j'ai pris enfin la résolution de rechercher s'il existe un bien véritable et capable de se communiquer aux hommes, un bien qui puisse remplir seul l'âme tout entière après qu'elle a rejeté tous les autres biens. En un mot, un bien qui donne à l'âme, quand elle le trouve et le possède, l'éternel et suprême bonheur. Je dis que j'ai pris enfin cette résolution parce qu'il me semblait au premier aspect qu'il y avait de l'imprudence à renoncer à des choses certaines pour un objet encore incertain. Je considérais en effet les avantages qu'on se procure par la réputation et par la richesse, et il fallait y renoncer si je voulais m'occuper sérieusement d'une autre recherche. Or, supposer que la félicité suprême consiste par hasard dans la possession de ces avantages. Je la voyais s'éloigner nécessairement de moi. Et si, au contraire, elle consiste en d'autres objets et que je la cherche où elle n'est pas, voilà qu'elle m'échappe encore. Bonjour Pascal Sévrac. Bonjour et bienvenue sur les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Ça fait plusieurs fois qu'on vous accueille pour parler de Spinoza. On avait parlé ensemble d'ailleurs, on s'était posé la question de savoir si c'était sur les vérités et le mensonge, il me semble. On parlait du bac philo. C'était dans quelle mesure faut-il préférer la vérité qui dérange à l'illusion qui réconforte, ce qui était une question assez spinoziste d'ailleurs. On continue d'une certaine manière cette conversation en évoquant avec vous le traité de la réforme de l'entendement. Pascal Sévrac, on va partir de ces deux premiers paragraphes que Georges Claes vient de nous lire. C'est magnifique ce début sublime, cette décision que prend Spinoza, c'est magnifique et c'est contradictoire, et je voudrais qu'on parte d'une contradiction ouverte d'emblée, c'est que Spinoza dit « je ». Et de quel droit, au fond, cet homme qui, dans l'éthique, commencera par Dieu, rien de moins, se permet-il de commencer ici par lui-même? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas une forme d'hubris, paradoxalement spinoziste, à commencer par je, par lui-même, plutôt que par Dieu? C'est vrai que c'est très étonnant de la part de Spinoza d'entendre un je. Surtout que c'est non seulement un je, mais un je décide. Comme s'il y avait l'acte d'un libre arbitre. Alors, on peut se dire il faut rappeler que chez Spinoza, ce qu'il dit du libre arbitre, Pascal Sévrac. Il y a une critique radicale du libre arbitre. Non pas de la liberté, parce que la liberté sera promue dans l'éthique, mais comme libération, comme quelque chose à quoi on accède, mais certainement pas comme quelque chose dont on part. La liberté, c'est-à-dire le libre arbitre entendu comme le fait de ne pas être déterminé et de pouvoir prendre par soi-même des décisions qui ne serait au fond le produit de rien d'autre que de soi. Ça, Spinoza dit, ça relève de l'ignorance et certainement pas d'une réalité qu'on pourrait connaître à travers ses causes. Or là, on a affaire en effet à quelqu'un qui nous dit « je »,
qui nous explique au fond comment il est devenu Spinoza, qui nous dit je et qui nous dit je résolus, je décidais. J'ai pris une décision, et la décision, c'est pas n'importe laquelle, c'est celle de changer de vie. C'est celle d'instituer une autre vie, de passer d'une vie à une autre. Alors bien sûr, après une longue expérience, celle de la vanité de toute chose, de la vanité de la vie ordinaire. C'est un texte à cet égard qui n'est pas sans rappeler la démarche qui sera qui est celle de Pascal, ou même celle de Descartes, d'ailleurs, qui Descartes, en chevalier de la table rase, prétend mettre les scolastiques à la poubelle, au fond, et recommencer de zéro, depuis le début, pour cheminer de vérité en vérité, ou d'idée claire et distincte en idée claire et distincte. Qu'est-ce qui distingue ici Spinoza d'un Descartes bien compris, qui lui, pour le coup, dit je de plein droit, puisqu'il est le penseur du libre arbitre par excellence, et qu'il n'y a aucune contradiction chez Descartes à se vivre comme l'origine de ses actes, Pascal Sévrac. C'est vrai, mais alors peut-être que la différence fondamentale, c'est que Descartes n'explique pas comment il est Descartes. Il pose le je. Parce que de toute façon, ça ne fait pas de problème de poser un je libre chez Descartes, puisqu'il y a l'affirmation du libre arbitre. Chez Spinoza, on raconte quand même la genèse de ce changement. Donc on est peut-être d'ailleurs plus proche de Pascal et d'un récit de conversion. Je pense à l'essai sur la conversion du pécheur chez Pascal. Là, on n'est pas dans l'horizon du péché, mais on est quand même dans l'horizon d'une vie vaine dont on a un petit peu assez de vivre, qu'on a un petit peu assez de vivre. Et on pourrait se dire que Spinoza a vraiment fait cette expérience. Il le raconte dans une lettre, la lettre 30 à Oldenburg, je crois, où il disait qu'il avait vraiment fait l'expérience de l'absurdité, de la vanité de toute chose. On est un peu dans l'horizon de l'absurde. Et puis, il s'est rendu compte petit à petit que cette absurdité n'était peut-être pas le fin mot de l'affaire, qu'il y avait peut-être autre chose à vivre. Mais c'est aussi tout le paradoxe, c'est qu'on nous dit tout bien, tout mal n'est que relatif à l'émotion que j'en éprouve. Tout est vain et futile. Et pourtant, voilà ce que je décide, de rechercher un bien radical, suprême, dont je puisse jouir pour l'éternité. Donc on passe du constat de la vanité, où on pourrait se dire, il n'y a plus qu'à vivre de manière libertine, de manière un peu superficielle, par profondeur, parce qu'on a découvert le fin mot de l'affaire, ou alors il n'y a plus qu'à en finir avec toute cette ironie du sort. Et non, on affirme avec un certain sérieux qu'on va chercher le bien qui puisse être absolument joyeux. On va revenir ensemble sur la nature de ce bien, Pascal Sévrac. Vous avez cité la lettre 30 à Oldenburg. La correspondance de Spinoza, il faut le dire pour ceux de nos auditeurs qui voudraient découvrir Spinoza, la correspondance de Spinoza est un excellent moyen d'entrer dans la pensée de Spinoza, puisqu'elle accompagne véritablement le déploiement de son œuvre, et il commente son propre travail. Et dans la lettre 30, il dit ceci: « J'estime qu'il ne me sied pas de railler la nature, encore moins de la déplorer, dès lors que je pense que les hommes, comme les autres choses, sont seulement une partie de la nature, et que j'ignore comment chaque partie de la nature convient avec son tout, et comment se fait sa cohésion avec les autres. Et je me rends compte, ajoute-t-il, c'est seulement ce manque de connaissance qui me fait percevoir certaines natures de cette manière-là, partielles et toujours mutilées. Celles qui conviennent très peu avec notre esprit philosophique m'ont jadis semblé vaines, désordonnées, absurdes. Désormais, au contraire, je laisse vivre chacun suivant ses propres inclinations, et mourir ceux qui le veulent pour leur bien sans aucun doute, tant qu'il m'est possible à moi de vivre pour le vrai. » Et l'on a ici, véritablement, la profession de foi, si l'expression n'est pas absurde en ce qui concerne Spinoza. On peut parler de conversion, donc peut-être de profession de foi. Voilà un homme qui décide de se consacrer au vrai, et dont pourtant, et d'ailleurs on y reviendra, et dont pourtant la décision ne lui impose pas de renier la totalité des illusions qu'il semble abjurer au début de ce texte, Pascal Sévrac. Oui, c'est tout à fait vrai. La conversion, ça consiste pas à changer. C'est comment s'en sortir sans sortir d'un certain plan d'immanence qui est notre vie. Mais il s'agit de vivre notre vie autrement. Donc il ne s'agit pas d'une vie au-delà, il s'agit d'une vie ici-bas. De toute façon, il n'y a ni ici-bas ni au-delà, il y a ça. Mais il y a ce qui est. Il y a ce qui est. Il y a ce qui est, qu'il s'agit de comprendre et qu'il s'agit de vivre d'une certaine manière. Parce que c'est vrai que dans l'extrait que vous avez lu, on voit très bien que Spinoza ne développe pas une morale qui
qui définirait ce qui est bien pour les autres, mais il définit avant tout une éthique qui essaye de chercher comment vivre le mieux pour soi. Et on va voir que cet égoïsme, quand il est bien compris, peut être générosité, peut être une certaine forme d'altruisme. Mais il s'agit avant tout de penser pour soi, et pour soi à la recherche d'une vérité. De la même façon donc que Spinoza dit « je », alors que l'ensemble de son système, quand on le connaît un peu, dissuaderait de parler à la première personne, ce qu'il fait pourtant dans l'éthique, en particulier dans les scolies. Et d'ailleurs, on peut se servir de sa correspondance comme d'une longue série de scolies, de commentaires destinés à des lecteurs moins précis, moins pointilleux que ceux qui s'attacheront aux propositions et aux démonstrations qui les accompagnent et aux lemmes, comme il dit. De la même façon, donc, ici, il dit « je ». Spinoza distingue des biens incertains quant à leur nature, d'un bien incertain quant à son obtention, mais certain quant à sa nature. Et la distinction qu'il opère entre les biens incertains et le bien certain ne se fait pas forcément aux dépens des biens incertains. C'est ici qu'il faut s'intéresser au paradoxe ou à la générosité peut-être de Spinoza. De la même façon, le fait de dire « je » n'est pas contradictoire au fond, et c'est quand même un point très très important, on a commencé avec ça, n'est pas contradictoire avec l'ambition qui est la sienne de penser le monde séparément de l'homme ou de l'idée que l'homme s'en fait. Oui, il s'agit de réinscrire un jeu dans le monde. Et il y a peut-être plusieurs entrées dans la philosophie de Spinoza. L'entrée un peu systématique avec l'éthique, et puis cette entrée, je dirais, plus expérientielle ou plus affective, où on nous dit un peu comment, d'un point de vue personnel, une conversion peut se faire. Et c'est vrai qu'il s'agit de vivre sa propre vie autrement. Alors, pourquoi au fond ? Parce que sa propre vie est assez déceptive. Les biens ordinaires, pourquoi ils sont incertains quant à leur nature ? Parce qu'ils tiennent pas tout à fait leurs promesses. Parce que on peut passer sa vie à chercher les plaisirs. Libidines, dit Spinoza, c'est les plaisirs sensuels et même les plaisirs sexuels. Donc on peut chercher une vie qui s'accomplit dans le sexe. On peut chercher une vie qui s'accomplit dans la recherche des honneurs, du pouvoir. On peut chercher aussi à faire de l'argent toute sa vie. Mais, dit Spinoza, ce serait très bien si on pouvait pleinement être heureux dans cette vie-là. Or, on n'y arrive pas. En tout cas, Spinoza nous dit moi, j'y arrive pas. Et pourtant, il faisait du commerce. Et pourtant, c'est une philosophie du corps qui affirme la puissance des plaisirs sensuels. Donc, c'est une philosophie aussi de la présence au monde. Et de la présence au monde. C'est pas du tout une philosophie qui vante le fait de faire sécession du monde. De la même façon que Descartes permet de dire je, Descartes est aussi celui qui se saisit lui-même en faisant, au départ en tout cas, sécession, en s'écartant du monde pour se saisir lui-même comme chose pensante. Rien de la sorte chez Spinoza. Oui, Spinoza, c'est vraiment un penseur de la connexion. Il ne s'agit pas de s'isoler dans son poil, ou il ne s'agit pas d'affirmer une position de surplomb par rapport au monde. Il s'agit vraiment de se connecter au monde de façon plus forte, plus affirmative. Et la recherche de ces biens, la recherche obsessionnelle de ces biens que sont la richesse, les honneurs, les plaisirs, cette recherche-là n'est pas satisfaisante. Donc c'est du pur point de vue de l'intérêt pratique, de l'utilité et de la recherche de la joie qu'il s'agit de transformer sa vie. On transforme sa vie non pas parce que c'est bien de le faire, au fond, parce qu'il y aurait un devoir-être, on change sa vie par nécessité. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une articulation entre cette décision et au fond un processus vital nécessaire. On ne décide rien d'autre que ce qui affirme le mieux sa vie quand on en comprend la nécessité. Donc il dit « je », mais en disant « je », il obéit à une nécessité qui le dépasse. On va se promener avec vous, Pascal Sévrac. Le traité de la réforme de l'entendement fait plus de 100 paragraphes, presque 120 il me semble, et il est resté inachevé. On va s'attarder sur les premiers paragraphes, sur le début, le caractère inaugural de ce traité. Les 11 premiers paragraphes, on vient d'entendre, on a entendu au début de cette émission les 2 premiers, lus par Georges Claes. Georges, qui est avec nous autour de cette table et toute cette journée, c'est-à-dire pour nos auditeurs toute cette semaine, va nous lire maintenant les 2 paragraphes suivants, le paragraphe 3 et 4. Je méditais donc en moi-même sur cette question. Est-il possible que je parvienne à diriger ma vie suivant une nouvelle règle, ou du moins à m'assurer qu'il en existe une, sans rien changer toutefois à l'ordre actuel de ma conduite, ni m'écarter des habitudes communes? Chose que j'ai souvent essayée, mais toujours vainement. Les objets, en effet, qui se présentent le plus fréquemment dans la vie, et où les hommes, à en juger par leurs œuvres,
place le souverain bonheur, se peuvent réduire à 3. Les richesses, la réputation, la volupté. Or, l'âme est si fortement occupée tour à tour de ces 3 objets qu'elle est à peine capable de songer à un autre bien. La volupté, surtout, enchaîne l'âme avec tant de puissance qu'elle s'y repose comme en un bien véritable, et c'est ce qui contribue le plus à éloigner d'elle toute autre pensée. Mais après la jouissance vient la tristesse, et si l'âme n'en est pas possédée tout entière, elle en est du moins troublée et comme émoussée. Les honneurs et les richesses n'occupent pas non plus faiblement une âme, surtout quand on recherche toutes ces choses pour elles-mêmes, en s'imaginant qu'elles sont le souverain bien. La réputation occupe l'âme avec plus de force encore, car l'âme la considère toujours comme étant par soi-même un bien et en fait l'objet suprême où tendent tous ses désirs. Enfin, la recherche de la réputation est pour nous une forte entrave, parce qu'il faut nécessairement, pour l'atteindre, diriger sa vie au gré des hommes, éviter ce que le vulgaire évite et courir après ce qu'il recherche. Pascal Sévrac, il faut revenir sur le paradoxe que j'ai posé tout à l'heure d'un bien véritable dont l'obtention est difficile et de faux biens dont l'obtention est aisée mais dont la nature de bien, elle, est carrément douteuse. En d'autres termes, il est facile d'être riche, il est facile de jouir, il est facile d'avoir la gloire, ce qui reste à prouver, mais il n'est pas dit que ces choses si faciles à acquérir soient en elles-mêmes un bien. Qu'est-ce qu'un bien véritable dans ces conditions? Quel est le bien dont l'obtention n'épuise pas le désir? Spinoza dit « après la jouissance vient la tristesse ». Post coitum animal triste. C'est exactement ça. Quel est le bien dont l'obtention, contrairement au plaisir sexuel par exemple, n'épuise pas le désir? Alors c'est vrai qu'au début de ce texte, traité de la réforme d'entendement, on peut se demander vers quoi Spinoza nous mène, et en tout cas il ne nous dit pas exactement que les biens ordinaires de la vie, c'est-à-dire ceux qu'on juge comme bons, il est bon d'avoir des plaisirs sexuels, il est bon d'être aimé par les autres, d'avoir des honneurs, de rechercher sa réputation, il est bon d'avoir de l'argent. Il ne nous dit pas que ce sont des mots, que ce sont de faux biens réellement. Il nous dit juste que si jamais on les prend pour des biens suprêmes, c'est-à-dire comme le fin mot de notre vie, alors on court à sa perte. On y court parfois très joyeusement, et en essayant de beaucoup réfléchir, beaucoup calculer pour savoir comment obtenir le plus d'honneur, le plus d'argent ou le plus de plaisir. Mais au fond, on se laisse emporter par ces biens, on les possède à peine et on est beaucoup possédé par eux. On pourrait dire qu'on s'aliène en eux. Et il s'agit pour Spinoza non pas de dire ce sont des mots et détournez-vous de ces choses-là, mais il s'agit de les réhabiliter comme moyen au service d'une fin supérieure. Une fin supérieure qui va être vécue à même cette vie. Alors c'est quoi ce bien suprême? Ça va être l'objet à la fois de ce début, de ce prologue du TRE, et puis sans doute aussi beaucoup de l'éthique. En gros, Spinoza pourrait dire ce bien suprême, c'est Dieu. Alors, on pourrait se dire, ah oui, tiens, ça parle à un croyant. Oui, Dieu, en effet, c'est peut-être la réalité qui est supérieure à toutes ces apparences. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire que ce bien suprême qui est Dieu pour la religion ordinaire nous interdit forcément d'avoir du plaisir, nous interdit de rechercher les honneurs ou la richesse même. Ou d'utiliser un préservatif. Exactement. Pour avoir ces plaisirs. Et donc, on pourrait très bien concilier l'amour de Dieu et, en effet, la recherche de certains plaisirs. Sauf que Spinoza nous dit, il va falloir quand même mener une vie de telle sorte qu'on ne soit pas happé. Or, son mot, c'est distrait. Il combat vraiment la distraction. Qu'on ne soit pas happé, distrait, obsédé par les biens qui ont une force d'entraînement, et pour que vraiment on ait en vue, ce qui peut nous sauver, ce qui peut vraiment ici-bas, dans cette vie-ci, nous réjouir éternellement, avec toute la force de l'éternité, mais pas une éternité post-mortem, une éternité vécue ici et maintenant. Et il s'agit donc peut-être de continuer à avoir des plaisirs, à avoir de l'argent, à se faire aimer par les autres, mais de telle sorte que ce soit des moyens pour une fin supérieure. Alors cette fin supérieure, il l'appelle Dieu, mais peut-être pas au sens
on l'entend ordinairement. On pourrait dire que Dieu est une des façons de penser le souverain bien, ou en tout cas quelque chose qui, encore une fois, n'est pas épuisé par le fait de le saisir. Mais on va revenir sur la qualification ou la définition si difficile de ce souverain bien, ici et maintenant d'ailleurs, puisqu'il s'agit non plus ici de philosophie comme amour de la sagesse, mais davantage comme sagesse de l'amour, peut-être. La dernière proposition de l'éthique, que je lis juste pour le plaisir de la lire et qui n'est pas sans rapport avec ce que vous dites, dit ceci: la béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu même. Et ce n'est pas parce que nous contrarions les appétits lubriques que nous jouissons d'elle, mais au contraire, c'est parce que nous jouissons d'elle que nous pouvons contrarier les appétits lubriques. De sorte qu'on a le sentiment chez Spinoza que et c'est la fin de l'éthique, c'est le moment de la béatitude, c'est la toute fin. C'est la dernière proposition. On a le sentiment avec Spinoza que se passer de sexe, de gloire ou d'argent dans la vie n'est qu'une vertu collatérale de l'accession au souverain bien, et non pas la condition de possibilité, le marchepied de cette accession au souverain bien. On trouve ici d'ailleurs, il y a peut-être un parallèle ici à faire entre ça et le statut de l'erreur. Chez Descartes par exemple, l'erreur est une forme du néant, il faut s'en débarrasser complètement. L'erreur est une forme du néant, et il le dit même très rapidement à un moment dans les méditations métaphysiques, une forme du néant et du péché. De là vient que je me trompe et que je pêche. L'erreur est une faute, un péché, une forme du néant, de la même façon que, contrairement à Descartes, pour Spinoza, l'erreur est un début de connaissance. Le sexe, la gloire ou l'argent, sans être la condition d'accès à la béatitude, n'en sont pas non plus les obstacles. Et il y a à cet égard un statut paradoxal des petits bienfaits ou des faux bienfaits de l'existence qu'on pourrait résumer par une difficulté. Je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, qui se trouve là aussi dans l'éthique. Spinoza dit: c'est pas parce qu'une chose est bonne que je la désire, c'est parce que je la désire qu'elle est bonne. Et si je réponds, je suis héroïnomane, je désire de l'héroïne, qu'est-ce qui, en tenant compte de ce que dit Spinoza ici, qu'est-ce qui, alors que rien n'est plus aliénant, ou je suis fumeur par exemple, rien n'est plus aliénant, qu'est-ce qui, chez Spinoza, me donne les moyens de distinguer l'héroïne ou le tabac d'un bienfait? C'est une bonne question, et Spinoza dirait, mais au fond, lui, il parlerait pas de l'héroïne, bien qu'il vive aux Pays-Bas, mais il parlait de la boisson. Il nous dit le contentement de l'ivrogne. Il y a un contentement à être ivrogne ou à se piquer ou à fumer. Mais le contentement, il est moins intense, moins parfait que le contentement du philosophe. Donc, le problème, c'est une qualité de vie et de promesses tenues. Si une vie d'ivrogne ou d'héroïnomane est possible dans la joie, dans cette passivité joyeuse que nous fournit la boisson ou n'importe quelle drogue, allez-y, Spinoza dira « Je consens à ce que vous mouriez pour ce que vous jugez être bon ». C'est la lettre 30 que vous avez lue. Moi, je vais essayer de chercher un bien vrai, véritable, où vraiment, on pourrait dire, le contentement n'est pas aussi une forme de perdition. Mais, en effet, il ne s'agit pas d'un ascétisme pour parvenir à cette béatitude, ce contentement suprême. Il s'agit plutôt d'un ascétisme qui est collatéral, en effet, d'un ascétisme qui va exister, mais parce que, au fond, les biens ont été... On a mieux à faire. Voilà, on a mieux à faire. Ils ont été un peu subvertis par le milieu. C'est-à-dire, oui, on va encore avoir des plaisirs sexuels, on va encore penser un peu à la gloire et à l'argent, mais parce que ces choses-là trouvent leur mesure grâce à quelque chose qui est recherché par-dessus tout. Pascal Sévrac, on entend cocaïne d'Eric Clapton à cet instant. Qu'est-ce que d'un point de vue spinoziste, des décennies de cocaïne qui produisent une chanson aussi belle que celle-là, aussi efficace que celle-là, qu'est-ce qu'on trouverait à redire à cela? Est-ce qu'au fond, le souverain bien du musicien, dans ces cas-là, ça n'est pas de mettre en œuvre tous les moyens qui lui permettent de parvenir à tant d'inspiration? Oui, mais de toute façon, il y a une positivité des plaisirs, des biens, et Spinoza ne le nie pas. Encore une fois, il ne s'agit pas d'en faire des mots, il s'agit d'en faire des mots lorsqu'ils ne détournent d'un accomplissement qui puisse être véritablement positif. Donc si la drogue participe à l'accomplissement d'une vie, d'une trajectoire individuelle, en elle-même, elle est l'outil légitime de la quête d'un souverain bien. Droguez-vous, dirait Spinoza, si ça peut vous permettre, en effet, d'accéder à cette vie-là. Mais le problème, c'est que quand on tombe dans ces types de dépendance, on risque de ne les chercher que pour elles-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas une autre objection à faire à ce type de dépendance, Pascal Sévrac? Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'au fond, la drogue institue un régime de manque dans l'existence, et qu'à cet égard, elle indexe le désir sur le manque.
Or Spinoza, qui est le philosophe du désir par excellence, est également celui qui donne les moyens de penser le désir hors du manque, au fond. Désir qui ne serait plus l'expression d'un manque qu'il viendrait combler, ce qui ferait de chaque objet à atteindre une sorte de tonneau des Danaïdes, ou le liquide dont on remplit le tonneau percé des Danaïdes. En réalité, chez Spinoza, le désir étant l'expression de l'excès, et non pas du manque, de la surabondance et non pas du manque, un désir dicté par le manque n'est pas véritablement un désir, et donc à cet égard ne mérite pas d'être qualifié de bien. C'est vrai que, mais ça c'est surtout dans l'éthique plus que dans le traité de la réforme de l'entendement. Spinoza distingue deux formes du désir. Alors il y a deux termes, cupiditas, ça c'est le désir positif dont vous parlez, qui est pleinement puissant, affirmatif. Et puis il y a le désir desiderium, qui est peut-être une forme du désir, d'ailleurs le terme même en latin renvoie plus à ce qu'on appelle couramment le désir. Et au fond, Spinoza dit ce desiderium, c'est une tristesse, parce que c'est le fait qu'on est appelé par quelque chose qui, justement, nous manque, qu'on regrette, qui n'est plus là. Et au fond, tout l'enjeu du spinozisme, c'est de retrouver cette puissance affirmative du désir qui ne soit pas reconfigurée dans un desiderium, dans une forme de tristesse du manque. Et il semblerait que bien des biens, dont la drogue ou d'autres, nous fassent plus vivre le désir sous le mode du manque, du desiderium, du regret, et on va appeler bien ce qui satisfait un regret, alors que Spinoza nous dit, mais le désir dans sa puissance affirmative, c'est cette vérité-là qu'il faut essayer de trouver. Et cette vérité-là, on ne pourra la retrouver que si on pense ce désir inscrit dans une puissance plus fondamentale, dans quelque chose qui, au fond, va nous réjouir, mais d'une réjouissance qui ne soit pas ambivalente. Qui ne soit pas suivi de tristesse. Exactement. Après la jouissance vient la tristesse. Le Schopenhauer, 2 siècles après Spinoza, dira que la vie est un pendule qui oscille de la douleur à l'ennui. On souffre de ne pas posséder et on s'ennuie d'avoir. Bon, c'est une impasse, une alternative en forme d'impasse à laquelle Schopenhauer, un certain Schopenhauer, résume nos existences. Spinoza propose un troisième terme à cela, c'est-à-dire qu'il permet de penser une jouissance qui ne débouche pas justement sur une tristesse. De penser, c'est-à-dire du point de vue de Spinoza, puisqu'au fond c'est la même chose, de penser et d'expérimenter une jouissance qui ne débouche pas sur la tristesse ou sur l'amertume qui vient après, fatalement. Oui, tout à fait. On pourrait dire que Spinoza a fait l'expérience de Schopenhauer. En effet, le pendule... Qui ne l'a pas faite, cette expérience? Et sauf que il s'arrête pas là. Il nous dit il y a autre chose. Et dans le traité de la réforme de l'entendement, il nous dit au fond la qualité de l'amour dépend de la qualité de l'objet qu'on aime. Et si on s'attache à quelque chose qui justement peut tenir ses promesses, eh bien dans ce cas-là, on aura la satisfaction, le contentement, mais peut-être avec une intensité et une forme de... En tout cas, c'est sa prétention. Une forme de plénitude, une forme de vérité qui puisse être à la hauteur de notre désir. Tout le problème, c'est de se demander si on n'est pas là dans la construction d'une fiction, si cette prétention, elle est vraiment possible dans cette vie-ci. C'est le pari de Spinoza, et c'est plus qu'un pari, puisque même si c'est une fiction au départ, il nous montre qu'elle peut avoir des effets bien réels, et que ça peut transformer une vie, et qu'on peut devenir, pas Spinoza, parce que chacun aura mené sa vie, mais on peut devenir autre chose que cet individu parfois joyeux, parfois triste, mais plus souvent triste que joyeux, que nous sommes ordinairement. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste au ciel. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Ou courir? Ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi. Mon esprit est troublé, et j'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Mon cher ami, on m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support. Ma consolation, ma joie, tout est fini. Pour moi, je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré.
N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris? Hein? Que dites-vous? C'est des personnes. Ah. N'y a-t-il pas plusieurs exemples d'hommes qui, à cause de leur richesse, ont souffert la persécution et la mort même, ou qui se sont exposés pour amasser des trésors à tant de dangers qu'ils ont fini par payer de leur vie leur folle avarice? Et combien d'autres qui ont souffert 1000 maux pour faire leur réputation ou pour la défendre? Combien enfin, par un excessif amour de la volupté, ont hâté leur mort? Or, voici quelle me paraissait être la cause de tout le mal. C'est que notre bonheur et notre malheur dépendent uniquement de la nature de l'objet que nous aimons. Car les choses qui ne nous inspirent point d'amour n'excitent ni discorde ni douleur quand elles nous échappent, ni jalousie quand elles sont au pouvoir d'autrui, ni crainte, ni haine. En un mot, aucune passion. Au lieu que tous ces maux sont la suite inévitable de notre attachement aux choses périssables, comme sont celles dont nous avons parlé tout à l'heure. Au contraire, l'amour, qui a pour objet quelque chose d'éternel et d'infini, nourrit notre âme d'une joie pure et sans aucun mélange de tristesse. Et c'est vers ce bien si digne d'envie que doivent tendre tous nos efforts. Mais ce n'est pas sans raison que je me suis servi de ces paroles, à considérer les choses sérieusement, car bien que j'eusse une idée claire de tout ce que je viens de dire, je ne pouvais cependant bannir complètement de mon cœur l'amour de l'or, des plaisirs et de la gloire. Qu'est-ce que c'est beau ça, Pascal Séverac, c'est si beau. Il commence par critiquer, à juste titre, l'avarice, les méfaits de l'avarice, de la volupté, enfin du priapisme ou du goût de la réputation, etc., etc. Et en même temps, il n'élabore pas de normes. La meilleure façon de combattre tout ça, c'est de les accepter en soi, c'est finalement de substituer au régime de la guerre civile qui naît de la dissociation du corps et de l'esprit, le régime de la paix qu'on passe avec soi-même, de l'acceptation de ses propres turpitudes et du fait de leur substituer un désir plus fort encore. Oui, mais c'est vrai que c'est ça qui est assez touchant dans les propos de Spinoza, c'est qu'à la fois Spinoza développe une philosophie de la force, de l'affirmation, mais, et ça on le dit pas assez souvent je crois, il y a une vraie prise en compte de la faiblesse humaine. Souvent il nous dit, voilà, je ne peux pas penser tout ça, je n'y arrive pas à penser tout ça en même temps, ou je ne peux pas accéder à ce modèle de la nature tout de suite. Ou je ne vous dis pas ce qu'il faut faire. Ah oui, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, mais on va essayer de voir petit à petit dans des intervalles de pensée qui vont se définir et qui vont comme ça s'entrouvrir petit à petit. On va... Et même dans la 5e partie de l'éthique, c'est petit à petit que la connaissance de ses propres affects se fait. Donc il y a une vraie prise en compte de la faiblesse humaine, de la progressivité de la conversion. C'est pas à coup de miracle, ça se fait pas d'un coup. Même si a posteriori on pourra dire il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé. Mais pour que quelque chose se passe, et ça on l'a entendu dans l'extrait qui vient d'être lu, il faut quand même qu'on ressente une espèce de situation d'urgence. C'est-à-dire que les biens ordinaires de la vie, ils ont une positivité, mais si on les prend pour des fins en soi, ça va devenir des maux terribles on est en danger de mort. Et Spinoza dit, il faut bien comprendre quand même que si vous voulez changer un peu de vie, ou si vous voulez changer votre manière de vivre votre vie, il faut à un moment donné que vous sentiez, voire que vous compreniez, en tout cas que vous voyez que la vie que vous menez, c'est une vie de perdition. En tout cas, si vous ne le voyez pas, peut-être que vous mènerez une vie de passivité joyeuse qui vous comblera. Mais si vous le voyez, alors là, c'est là qu'un changement peut se faire, qui sera progressif, il faudra tourner la faiblesse en force, mais c'est possible. Et là, il y a peut-être la possibilité de quelque chose de très affirmatif. Il y a aussi l'idée que chez Spinoza, le simple registre de la satisfaction n'est en lui-même pas satisfaisant, est en lui-même insatisfaisant. Si l'on satisfait quelque chose, c'est comme quand on comble un manque, justement, on le renouvelle par le geste même de le satisfaire. Il y a un dosage extrêmement subtil ici. Les épicuriens parlent d'eumétrie. Il faut se tenir à bonne distance des plaisirs, parce que quand on en abuse, on les tue eux-mêmes. C'est comme l'impôt. Trop d'impôt tue l'impôt. Trop de plaisir tue le plaisir. Il y aurait chez Spinoza un tel amour de la vie que cet amour serait en danger de devenir passion.
justement, et donc une Tout à sorte fait. d'amour passif. Mais ce qui va donner cette maîtrise, MAI ou ME, cette mesure des biens, ça n'est pas un libre arbitre ou le fait que je vais avoir telle position parce que je l'ai décidé. Il n'y a rien de pire que les bonnes décisions de début d'année où on se dit, je résolus enfin d'arrêter de fumer. Non, et si je ne désire pas quelque chose de plus fort, je résous pas d'arrêter de fumer ou je ne résous pas d'arrêter de rechercher la gloire, le sexe, etc. Je vais pouvoir continuer d'ailleurs à rechercher ces plaisirs, mais si il y a autre chose qui est vraiment, mais de l'intérieur, recherché, vécu, parce que j'en serais persuadé, ça vaut le coup. Vous dites de l'intérieur, Pascal Sévrac. Est-ce que de l'intérieur, ça ne veut pas dire, est-ce qu'il faut le comprendre en... au fond, une décision qu'on prendrait de l'extérieur serait la décision de celui qui dit demain j'arrête. Voilà. Demain m'est extérieur, puisque par définition demain n'est pas aujourd'hui, donc il ne me concerne pas, c'est toujours demain qu'on arrête. Comme disait Deleuze, c'est un peu comme l'ivrogne qui nous dit c'est le dernier verre, et en fait c'est toujours l'avant-dernier. Ou le fumeur qui grille une cigarette pour célébrer l'arrêt de sa tabagie. C'est toujours demain qu'on arrête. C'est toujours dans un rapport à une certaine forme d'extériorité, alors que l'arrêt de la tabagie devrait, je le dis au conditionnel malheureusement, devrait s'éprouver en soi-même comme un processus interne, intime, qu'une décision viendrait ensuite ratifier. Exactement, un petit peu comme au début du traité de la réforme de l'entendement où ce « je résolu » est au passé. C'est pas « je résous maintenant et puis demain je fais ». C'est une fois que des petits intervalles de pensée, une respiration s'est faite dans ma vie et je vois que je peux changer certaines habitudes, vivre un peu autrement, que je peux dire qu'il y a une résolution d'effectuer. Mais la décision, elle est toujours au passé. Elle n'est pas complètement illusoire parce qu'il sait décider quelque chose et c'est pas non plus n'importe qui. On peut la rapporter à un jeu. Moi, je pense qu'il y a une pensée de l'intériorité chez Spinoza. C'est pas parce que on est dans la nécessité et dans la définition ou la compréhension de logique affective anonyme qui nous traverse tous, vous et moi, qu'on ne les vit pas intérieurement, chacun d'une certaine façon. Donc il y a une intériorité qui n'est pas close sur elle-même, qui n'est pas fermée, qui n'est pas autarcique ou autistique. Il y a une véritable intériorité, mais cette intériorité, c'est celle d'une nécessité qui se comprend elle-même, qui comprend les logiques par lesquelles elle est traversée et qui essaye de le vivre au mieux. Et c'est ça, au fond... aimer cette chose infinie ou Dieu, c'est le commun qui nous traverse. C'est à partir de ça, alors on va vers l'éthique là, mais Dieu avec ses attributs, ça n'est jamais que la communauté qui nous constitue tous et les logiques qui nous constituent tous et qu'on va essayer de vivre pleinement pour les vivre le plus heureusement possible. Et avoir cette satisfaction qui n'est pas en effet la satisfaction d'un manque, mais qui est quelque chose qui est vécu, on va dire, non pas avec une tristesse qui la précède, mais avec une certaine forme de vie pour toujours. Je voyais que mon esprit, en se tournant vers ses pensées, se détournait des passions et méditait sérieusement une règle nouvelle. Et ce fut pour moi une grande consolation. Car je compris ainsi que ces maux n'étaient pas de ceux qu'aucun remède ne peut guérir, et bien que, dans le commencement, ces moments fussent rares et de courte durée, cependant, à mesure que la nature du vrai bien me fut mieux connue, ils devinrent et plus longs et plus fréquents. Surtout lorsque je vis que la richesse, la volupté, la gloire ne sont funestes qu'autant qu'on les recherche pour elles-mêmes et non comme de simples moyens. Au lieu que si on les recherche comme de simples moyens, elles sont capables de mesure et ne causent plus aucun dommage. Loin de là, elles sont d'un grand secours pour atteindre le but que l'on se propose, ainsi que nous le montrerons ailleurs. Ailleurs, c'est dans l'éthique. Je voyais que mon esprit, en se tournant vers ses pensées, se détournait des passions et méditait sérieusement une règle nouvelle. Et ce fut pour moi une grande consolation, car je compris ainsi que ces maux n'étaient pas de ceux qu'aucun remède ne peut guérir. Et bien que dans le commencement ces moments fussent rares et de courte durée, cependant, à mesure que la nature du vrai bien me fut mieux connue, ils devinrent et plus longs et plus fréquents, surtout lorsque je vis que la richesse, la volupté, la gloire ne sont funestes qu'autant qu'on les recherche pour elles-mêmes et non comme de simples moyens. Au lieu que, si on les recherche comme de simples moyens, elles sont capables de mesure et ne causent plus aucun dommage. Loin de là, elles sont d'un grand secours pour atteindre le but que l'on se propose, ainsi que nous le montrerons ailleurs.
Peu de philosophes autant que Spinoza, Pascal Sévrac, donnent les moyens de penser le fait de faire la paix avec soi-même. On a parlé tout à l'heure d'un état de guerre civile entre le corps et l'esprit. Au fond, l'esprit qui prétendrait réglementer le corps et lui indiquer quelles sont les passions qu'il est en droit d'éprouver et celles contre lesquelles il faut lutter. Spinoza récuse cette dissociation du corps et de l'esprit, on l'a vu, et propose de faire la paix avec soi-même. Ce qui, à cet égard, fait de Spinoza un philosophe de l'exercice, presque d'un exercice spirituel. Il serait abusif de comparer Spinoza aux stoïciens. C'est en général ceux qui n'aiment pas Spinoza qui le font, mais il y a quelque chose chez Spinoza de l'ordre en l'occurrence ici, d'un projet de vie dont tout le propos serait de donner à ce qu'on sait la puissance de s'appliquer à ce qu'on fait. Or, la pire façon de le faire, c'est d'imposer ce qu'on sait, d'imposer le savoir aux lois du corps. Pascal Sévrac. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans cette dichotomie corps-esprit qui est longue, vieille comme la philosophie. Alors, dans le traité de la réforme de l'entendement, Spinoza ne se prononce pas trop sur les questions ontologiques ou sur les questions même anthropologiques au sens du rapport entre psychophysique, entre l'esprit et le corps. Mais on le voit très bien, il ne s'agit pas de dévaloriser, les tendances, les pulsions du corps pour valoriser à leur place la recherche d'un bien purement intellectuel. Chez Spinoza, on pourrait dire la logique du corps et la logique de l'esprit vont de pair. Et d'ailleurs, toute l'éthique montrera que l'esprit n'étant que l'idée du corps, c'est une seule et même chose que le corps, mais considéré sous un autre point de vue. Et ça a des conséquences éthiques très fortes. Parce que dans l'éthique, Spinoza cite par exemple le vers d'Ovide. Je vois le bien, je l'approuve, et pourtant c'est le mal que je fais. Ce qui est une expérience qu'on peut tous constater. Combien de fois faisons-nous dans la vie des choses que nous savons être mauvaises pour nous ? Voilà. Reprenons l'exemple du tabac. Ouvrir un paquet de cigarettes sur lequel il y a marqué « fumer tue » n'empêche aucun fumeur digne de ce nom de fumer effectivement la cigarette en question, et en plus ne lui apprend rien. Tous les fumeurs savent que fumer tue. Mais ce que dirait Spinoza, c'est que la guerre, au fond, elle n'est pas entre l'esprit et le corps. On est un champ de bataille. On est un champ d'affects contradictoires. Ça fait un peu peur quand même de voir cette image ou de voir ces slogans « ça tue ». Mais entre ça et le plaisir ou l'habitude de fumer, le plus fort l'emporte, et souvent le désir de la cigarette ou d'autre chose est plus grand. Donc je peux très bien me dire c'est mauvais, tout à fait, être d'accord avec cette affirmation du mauvais, et pourtant donc voir le meilleur, c'est-à-dire ne pas fumer, et pourtant m'adonner à ce mauvais. Comment faire pour ne pas faire ça ? Et finalement, est-ce que ça n'est pas ça, le souverain bien, Pascal Sévrac ? Est-ce que le souverain bien, ça n'est pas de croire ce qu'on sait ? Après tout, on sait qu'on va mourir, mais on n'y croit pas. Est-ce que le souverain bien, ce ne serait pas d'incorporer ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir, et que pourtant, parce qu'on ne fait que le savoir, en vérité, on ne le sait pas vraiment, ou plus exactement, il n'a pas plus de force que ça, ou qu'une idée. On retrouverait ici cette idée d'extériorité dont on a parlé à propos de la décision, c'est une extériorité du savoir. Tant que c'est un savoir au fond moralisant, ce savoir ne marche pas trop. Alors peut-être dans certaines configurations d'existence, un peu de morale, ça peut aider. Mais les configurations collectives, par exemple. Voilà, des configurations collectives ou à la rigueur d'éducation, en effet. Mais et puis on a dans la partie 4 de l'éthique un modèle de la nature humaine. Peut-être on a un moment moral de l'éthique. Mais le fin mot de l'éthique, c'est quand même de se débarrasser de cette extériorité morale du savoir et de le vivre. Ce que vous peut-être proposiez à travers la comparaison avec les stoïciens, le vivre comme une pratique de vie, ce que moi j'appelle le vivre de l'intérieur. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'exercice chez Spinoza, de l'exercice de pensée, sauf que les stoïciens sont quand même ceux qui affirment qu'il y a des choses qui dépendent vraiment de nous et qui dépendent donc d'une certaine forme de libre arbitre, même s'ils n'utilisent pas le terme. Or Spinoza nous dit la puissance, elle va être intellectuelle, ce qui signifie aussi pour la sensibilité corporelle beaucoup de choses, mais elle est aussi cette puissance affective. Donc je dirais que c'est pas la puissance d'une volonté libre qui va permettre ces exercices pratiques de changement de vie. C'est-à-dire d'une volonté séparée des contingences de la vie, au fond, transcendant les contingences de l'existence. C'est l'intellect, mais l'intellect en tant qu'il est affect. C'est-à-dire que l'intellect pur en tant qu'il nous prescrit des choses, ça marche pas. Mais l'intellect affectif en tant qu'il produit un affect d'amour qui va nous donner un véritable élan, une véritable force, alors ça peut marcher pour un certain changement de vie. Merci Pascal Sévrac d'être venu nous parler de Spinoza et du traité de la réforme de l'entendement, qu'on appelle aussi traité de l'amendement de l'intellect, puisque les éditions Alia ont publié sous ce titre-là la traduction qu'en propose l'ami Bernard Potra.
Je rappelle de vous, Pascal Sévrac, qu'un Spinoza écrit à 4 mains avec Ariel Suami, qui était notre invité hier et qui nous parlait du traité théologico-politique. Et j'ai plaisir aussi à signaler le livre excellent de Pierre Zawi, Spinoza, La décision de soi. C'est chez Bayard et ça permet de revenir justement sur le paradoxe d'un homme qui parle à la première personne alors qu'il est Spinoza. Je vais m'y attarder. On ne s'attarde pas davantage sur Spinoza car il est 10h50 sur France Culture et c'est l'heure tout de suite de retrouver le journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. Parler de l'art contemporain, que l'on soit du côté de l'art ou de celui du cochon, suscite des polémiques sans fin qui parlent rarement de l'œuvre elle-même. Et si on essayait de dépasser le débat stérile du jugement pour ou contre, pour tenter de comprendre ce qu'est l'art contemporain en tant que concept ? Bonjour Samuel Zarka. Bonjour. Vous dirigez la revue droitecité.org et vous êtes l'auteur d'un livre que vous avez intitulé Art contemporain, le concept, qu'on trouve aux éditions PUF, et qui propose une réflexion sur l'art qui n'est pas une histoire de l'art, mais une forme de genèse de l'art contemporain depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Alors c'est une genèse car votre réflexion sur l'art contemporain a pour but de montrer en quel sens l'art n'est jamais abstrait des conditions historiques, sociales, matérielles qui conduisent à la création. Et donc il s'agit de penser l'art relativement à l'évolution sociale en général. Samuel Zarka. Voilà, c'est une genèse. Ça veut dire que on va pas se centrer sur la continuité des œuvres, mais on va considérer les œuvres, qui est quand même l'objet central de l'art, dans la logique sociale dans laquelle leur production s'insère. Et en fait, genèse, ça veut dire qu'on va essayer de dégager de l'histoire elle-même ce qui fait condition de possibilité, d'apparition de certaines œuvres dotées de certains caractères et valorisées pour ces caractères. Donc c'est-à-dire que vous vous situez en amont du processus de création lui-même, que vous ne situez pas, votre réflexion ne se situe pas à une échelle individuelle mais sociale, et donc vous réfléchissez aux conditions de production d'une œuvre d'art. Voilà, le créateur d'œuvres ne vit pas tout seul, il vit dans un monde social. À cet égard, il est comme tout le monde. Mais il crée certaines œuvres spécifiques qui sont déterminées par certains traits. Donc, ce qu'il s'agit de montrer au sujet de l'art contemporain, qui est quand même un courant qui ne correspond pas dans les caractéristiques des œuvres à ce qui a pu être fait à d'autres moments de l'histoire, on va essayer de montrer ce qui fait le contexte de production des œuvres, le contexte de travail des artistes. Et c'est un contexte qui a de multiples déterminations. C'est-à-dire que, à cet égard, on peut isoler au moins 2 niveaux, c'est ce que j'essaie de faire dans le livre. C'est le monde de la culture, pour ainsi dire, le monde de l'art, qui est lui-même déterminé par une évolution plus générale, qui est celle des sociétés dans lesquelles l'art contemporain existe. Parce que l'art contemporain, avec ses traits actuels, se construit surtout à partir de l'après-guerre, à partir du changement de pôle de gravité de la culture en Occident de Paris à New York. C'est d'ailleurs là, avec ça, que vous commencez votre livre, hein, cette période-là, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais justement pour montrer que c'est le changement de la Seconde Guerre mondiale et ça va avoir une incidence absolument massive sur l'art. Et sur l'art au sens le plus large du terme, c'est-à-dire sur l'art comme monde social, c'est-à-dire comme monde qui inclut non seulement des artistes, mais des galeristes, des critiques, des journalistes, des institutionnels, des mécènes, des amateurs, un public, le public des musées, et encore d'autres personnages. Et pour qu'il y ait de l'art dans notre société, il faut tous ces protagonistes. Donc le livre vise à montrer comment toutes ces personnes sont mues par des dynamiques plus ou moins homogènes ou contradictoires, qui crée à terme les tensions qu'on connaît dans l'art contemporain. Et dans la démarche que j'essaie de développer, le concept, alors en art contemporain, on a tendance toujours à valoriser le concept, ce serait un art conceptuel. Bon, alors là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Dans l'approche et dans la tradition philosophique plutôt hegelienne dans laquelle moi je m'inscris, le concept, c'est le développement du sens général de ce monde, les significations qu'il tend à exprimer, et qui peuvent être reçus plus ou moins bien par les gens qui ne font pas partie du monde de l'art. C'est-à-dire que pour vous, le terme de concept n'est pas synonyme d'idée, mais plutôt de signification, de sens, c'est ça ?
C'est l'idée, mais pas au sens restreint de idée qui est exprimée par l'œuvre. C'est-à-dire que le développement de ce monde, c'est le développement d'un système de signification. En gros, c'est un système contradictoire. Il y a deux grandes significations qui se dégagent du développement de l'art contemporain, qui est l'art en soi et l'art fondu dans la vie. C'est deux significations totalement antinomiques l'une et l'autre, mais elles font partie d'un même système qui est celui de l'art contemporain et qui charrie en permanence et qui décline de multiples façons ces deux significations globales. Et ça évolue à un tel point, parce que c'est quand même une histoire qui se configure bien pendant les années 50 jusqu'à la fin des années 60. Et aujourd'hui, on arrive à un développement ou à une telle multiplicité de déclinaisons de ces deux grandes significations, l'une qu'on aurait tendance à appeler plutôt conservatrice et l'autre plutôt transgressive, que en tant qu'artiste, par exemple, on peut faire le chassé-croisé de l'une à l'autre de manière très rapide d'une œuvre à l'autre. C'est-à-dire que c'est pas statique, ça bouge. Et justement, situer la réflexion en amont et de manière si globale finalement, est-ce que ça n'a pas pour conséquence de faire passer l'œuvre en tant que telle au second plan, si je puis dire, et de faire de l'œuvre qu'une étape finalement dans le cadre plus vaste d'une dynamique sociale, économique et politique? Oui, ça l'a fait passer, non pas en second plan, mais effectivement, l'œuvre est une étape dans un système notamment marchand et relationnel, ça c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que c'est une démarche qui vise à réduire les œuvres. C'est-à-dire que l'appréciation subjective d'une œuvre par un amateur d'art, et ça c'est valable pour l'art contemporain, pour la musique, tous les arts qu'on veut, ça, et moi je m'engage pas trop profondément sur cette question-là dans ce travail, parce que c'est justement dans le champ esthétique très difficile d'évaluer la détermination historique sur l'appréciation subjective d'une œuvre, de la part de quelqu'un, d'un kidam qui va au musée une fois. Il ne s'agit pas de lui dire la vérité de ce qu'il voit à mon lecteur, non. En tout cas, pas sur le plan esthétique. Par contre, sur un plan historique, là, j'essaie d'apporter des éléments de réponse et d'éclaircissement sur ce qu'il a, le processus de production de ce qu'il a devant les yeux. Le processus social de production. Alors justement, vous parlez du processus social de production. Est-ce qu'on pourrait parler d'une sociologie de l'art dans ce que vous faites? Oui, mais c'est une sociologie de l'art. Parce que je sais que vous essayez de vous distinguer du travail de Pierre Bourdieu. Donc, dans quel sens est-ce que vous gardez Alors c'est drôle parce que je voudrais me distinguer du travail de Pierre Bourdieu, ce qui d'une certaine manière est vrai, mais tout en gardant les fruits de son travail. Ouais. Oui, non, mais surtout concernant un livre de Bourdieu qui s'appelle La Distinction. Voilà. Donc du coup, je me retrouve en quelque sorte rabattu sur sa propre analyse. Non, mais en fait, c'est pas vraiment une distinction. C'est-à-dire que moi, je viens pas de la sociologie. Mais pour faire de la philosophie sérieusement, il faut faire de la sociologie, il faut faire une philosophie sociologique d'une certaine manière. Et cette sociologie, ce ne sera pas une sociologie qui, comme Bourdieu, qui à mon avis a tendance à aplatir un peu les choses, mais une sociologie des significations, une sociologie des significations dynamiques. Et c'est ce que j'essaie de montrer, de mettre en œuvre en tout cas avec ce livre. Merci beaucoup Samuel Zarka. Le titre de votre livre, c'est Art contemporain, le concept. On trouve ça aux éditions PUF. Et donc il se constitue de deux parties, la première historique et l'autre esthétique, donc depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Merci beaucoup. Merci à tous, les Nouveaux Chemins, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve sur Internet, vous pouvez télécharger les émissions de la semaine, écouter en ligne les émissions du mois et retrouver une bibliographie qui, à mesure que nous avançons dans cette semaine sur Spinoza, se complétera pour vous. On se retrouve également demain pour la suite donc de cette semaine sur Spinoza, cette semaine où il sera question de tout Spinoza sauf de l'éthique, encore que évidemment puisque c'est de l'éthique que nous partons et en vérité c'est implicitement d'elle que nous parlons. En tout cas demain nous parlerons de la correspondance de Spinoza plus explicitement en compagnie de Maxime Revers qui en assure l'édition, la traduction et le commentaire en Garnier Flammarion. C'est donc demain ça de 10h à 11h comme tous les jours.